Bonjour et bienvenue. Je suis Karine Ansel, journaliste et auteure, et je suis en joie de vous parler aujourd'hui de la colère. Les tigres de la colère sont plus sages que les chevaux du savoir, affirmait William Blake. En ces temps explosifs, la colère couve, elle gronde, elle déborde et elle déferle. Émotion mal aimée, elle commence à être écoutée à défaut d'être entendue. Plusieurs ouvrages sortent récemment pour l'aborder sous son angle constructif. Car oui, elle peut être un terreau fertile. Comme toute émotion, la colère est un signal qui nous renseigne sur la qualité de nos expériences. Entrer dans une colère noire, voire rouge, ou être vert de rage, peu importe la couleur, la colère est un repère. Gardienne de nos limites et de nos valeurs, elle nous alerte, certes vivement, qu'un besoin profond, viscéral même, est inassouvi, voire bafoué. Bien souvent, elle plonge ses racines dans l'enfance ou l'histoire familiale, à une époque où elle n'a pas pu être dite. Écoutée, canalisée, transcendée, de lave incandescente, elle peut se muer en étincelle d'un changement providentiel, en précieux combustible de nos indignations, en énergie de vie capable d'allumer le feu de l'action, de la création. Ainsi, soulever le monde pour le transformer. Nier, nos colères se retournent contre nous jusqu'à nous rendre malades. Il est urgent, voire vital de regarder ce que la colère, la nôtre et celle des autres, a dans le ventre pour que de dévastateur, son feu furieux se mue en carburant. Nos invités nous accompagneront dans cette mue de la colère, de la violence à la puissance. Psychologue clinicienne, Sylvie Rousseau a publié en début d'année « Apprivoiser sa colère ». Elle nous enseignera l'art de se mettre à son écoute pour mieux comprendre ces signaux cachés afin d'en faire une alliée. Familier des saintes colères, notamment celle qui émaille la Bible et qui anime Jésus, Denis Marquet nous éclairera sur son côté sacré, cathartique. Pour nous relier avec plus de justesse au monde et aux autres, à la vie en nous, la psychologue et psychanalyste Monique de Kermadec nous invitera à oser la colère. Ce podcast est édité par Inexploré Magazine, média indépendant qui explore librement les frontières entre science, psychologie et spiritualité, au travers d'articles, enquêtes et outils pratiques jetant des ponts entre visible et invisible. Vous retrouverez ce podcast sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour nos abonnés. Il est aussi disponible en partie sur les plateformes classiques, sur l'application Inexploré. Pensez à nous soutenir pour profiter de toute la richesse de l'univers inexploré en format papier et numérique. Sylvie Rousseau est psychologue. Dans son dernier ouvrage « Apprivoiser sa colère », elle nous confie des clés pour mieux connaître cette émotion mal aimée qui est pourtant une précieuse gardienne de nos limites. Elle nous invite à nous mettre finement à son écoute, à apprendre à la gérer, à l'accepter, à l'exprimer à bon escient avec justesse, sainement. À l'aide d'exercices, de métaphores éclairantes, elle nous encourage à passer à l'action, car oui, la colère peut être un moteur, une alliée qui nous permet de prendre notre juste place dans le monde et peut-être de le transformer. Sylvie, bonjour. Bonjour Karine, quelle belle introduction. Merci. Êtes-vous une familière de la colère ? Dans ma famille, la colère était pas une émotion sur laquelle on naviguait souvent. Je vois maintenant que je suis psychologue et que je m'intéresse à cette émotion-là, qu'il y avait beaucoup de colères qui n'étaient pas nommées. Des colères qui pouvaient se manifester par des bouderies, par des comportements passifs-agressifs. Alors maintenant, je suis plus capable de voir que notre relation avec la colère n'était pas top. Et est-ce que vous pensez justement que notre enfance, ou en tout cas notre terreau familial, est vraiment à la racine de nos colères, celles que l'on exprime, mais aussi peut-être celles que l'on rentre, que l'on n'exprime pas ? Je pense effectivement que les modèles que nous avons eus dans nos familles d'origine, mais aussi les modèles qui sont véhiculés dans la société, je pense que ça peut tisser notre lien avec la colère. Ce que on a vu, ce qu'on a compris, ce qui était accepté ou non, façonne notre histoire avec la colère. Mais puisque lorsque nous sommes adultes, nous avons aussi la responsabilité de nos choix. À partir du moment où est-ce que je vois que j'ai peut-être ravalé trop ma colère ou que je l'ai exprimée sans ménagement, en heurtant des personnes au passage,
ben c'est quelque chose que je peux apprendre à gérer et à mieux accueillir. C'est ça, et votre ouvrage justement s'appelle Apprivoiser sa colère. Il est paru aux éditions Erol. Et est-ce que c'est vraiment une émotion apprivoisable, voire aimable? Moi, je pense sincèrement qu'on peut l'apprivoiser, mais que ça demande quand même des conditions. Pour l'apprivoiser, mais c'est important d'aller voir à l'intérieur de moi, d'aller voir quels sont les déclencheurs, qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres, qu'est-ce qui va m'irriter. Hein? Vous parliez tantôt très justement, Karine, de la gardienne de nos limites. Je trouve que c'est très bien dit parce que la colère a quelque chose à nous dévoiler. Elle cherche à attirer notre attention sur quelque chose, comme n'importe quelle émotion. C'est un message. L'émotion a un message à nous transmettre. C'est un signal d'alarme, vous pensez? C'est un signal d'alarme qui nous dit que oui, ça se peut que nos limites ne soient pas respectées, que nos besoins, que nos valeurs ne soient pas entendus et que ça nous mette la puce à l'oreille sur des injustices, de la discrimination. C'est possible aussi que ce soit une menace à notre intégrité physique, psychologique, à celle d'être cher. Alors, c'est important de voir si je me mets en colère, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est heurté, quelque chose qui est dérangé à l'intérieur de moi par les propos, les comportements de certaines personnes, par des situations. Alors, c'est important de ralentir. Ok, souvent, je compare la colère au tableau de bord de notre véhicule. Donc, ce sont des témoins lumineux qui nous informent de quelque chose. Donc, quand c'est un petit témoin lumineux vert, ben on sait que tout va bien, puis on continue à rouler. Quand c'est un jaune, ben on commence à ralentir puis à dire oh, il y a quelque chose qui va pas si bien que ça. Et quand c'est un témoin lumineux rouge, on doit s'arrêter, stationner pour aller voir vraiment est-ce que c'est le moteur qui est en train de chauffer. Oui. Alors ça ne me viendrait pas à l'idée quand il y a un témoin lumineux qui s'allume dans mon auto de dire hop, c'est juste une petite lumière. Non, je vais ralentir, je vais arrêter, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors c'est la même chose à l'intérieur de moi. C'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la colère cherche à me dire. C'est ça. Et votre ouvrage, d'ailleurs, est émaillé de métaphores. J'ai trouvé ça très parlant et très éclairant. Est-ce que vous pensez que la métaphore permet de mieux raisonner dans les deux sens, d'ailleurs, avec le mental, mais aussi de façon vibratoire, avec cette émotion, et peut-être d'éveiller une forme d'une autre conscience, en tout cas, de cette émotion? Je pense effectivement, Karine, que les métaphores ou les exercices expérientiels permettent de saisir autrement. Une des métaphores que j'utilise, c'est une bouteille de Coca-Cola, donc de boisson gazeuse, que je secouerais vigoureusement. Donc, quand je secoue une bouteille de Coca-Cola, il y a plein de petites bulles à l'intérieur et ça me viendrait pas à l'idée d'ouvrir tout de suite le bouchon parce que si je le faisais, ça éclabousserait autour, ça deviendrait collant. Je pourrais pas remettre le liquide à l'intérieur, bien sûr. Tout comme je ne peux pas remettre à l'intérieur de moi les paroles que j'ai prononcées sur le coup de la colère. Je peux m'excuser, bien sûr, mais les paroles peuvent laisser des traces chez les personnes qui les ont entendues. Alors, ce que je dis aux gens, c'est nous avons la responsabilité de notre bouchon. On n'ouvre pas la bouteille de boisson gazeuse tant qu'il y a des petites bulles comme ça à l'intérieur. On se calme. On n'ouvre pas notre bouche à ce moment-là. Et là, dans le livre, effectivement, je propose différentes avenues pour calmer le corps. Parce que quand mon corps est en ébullition comme ça, je suis plus en mesure de régler des conflits d'une façon saine et satisfaisante. Je suis plus capable de bien interpréter la situation qui est en train de se vivre et de composer sainement avec elle. Justement, vous l'exprimez très bien. Souvent, la colère s'exprime dans des extrêmes. Soit elle est complètement ravalée, muselée, soit elle va éclater, elle va se déverser, elle va déferler. Comment trouver la voie du milieu d'une colère saine, d'une sainte colère, on pourrait dire, et comment l'exprimer à propos? Oui, donc la première chose, et hier encore avec une de mes clientes, c'est ce que je regardais parce qu'elle reconnaît pas les sensations physiques rattachées à sa colère.
Donc, elle s'aperçoit juste que, hop, à un moment donné, le ton monte trop, qu'elle adresse des reproches à son conjoint, qu'elle roule des yeux. Alors, on n'est pas dans des bonnes conditions pour trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à ce moment-là. Donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est encore une fois, je ralentis. Il y a quelque chose qui fait pas mon affaire, quelque chose qui me contrarie, qui me dérange, qui me déplaît. Ben, je vais commencer par aller voir dans mon corps qu'est-ce qui se passe. Parce que les émotions se logent dans notre corps, mais elles ne se manifestent pas de la même façon. Donc, si je suis fâchée, ben, ça se peut que mon cœur batte très vite. Il se peut que ma respiration soit plus courte, que j'ai la mâchoire serrée, les mains crispées, des tensions musculaires ici et là, que je me mets à avoir chaud, mon visage devient rouge. Alors, je dois, dans un premier temps, aller à la rencontre de ça pour voir est-ce que c'est une petite charge, donc mon petit clignotant qui est orange, ou bien donc si ça devient rouge à l'intérieur de moi. Et à ce moment-là, quand on sent ces sensations, on se met à l'écoute de ces manifestations physiologiques, de quelle manière réagir? Est-ce qu'on peut réagir aussi de façon physiologique, peut-être avec de la respiration, ou qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? À ce moment-là, ce que je conseille aux gens de faire, c'est si je suis consciente, donc ça demande une bonne observation de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de dire si je sens que je suis en train de déborder, là, donc je suis pas juste un petit peu frustrée, je suis très, très fâchée, à ce moment-là, je dois me retirer. C'est la technique du time-out. Je vais dire à la personne avec qui je suis, je sens vraiment la colère monter très, très fortement à l'intérieur de moi. Je me sens plus disposée pour continuer cette conversation-là pour qu'elle soit constructive et pour toi et pour moi. Je demande qu'on s'arrête. Et là, à ce moment-là, je vais aller à l'extérieur, OK, on dit 20 à 30 minutes, OK, pour apaiser le corps. Vous parlez de respiration, Karine, c'est une excellente façon. Donc, par des exercices de respiration, par de la détente, par de la relaxation. Mais il y a des gens pour qui ça parle pas, ces techniques-là. Moi, il y a des gens qui me disent, Sylvie, moi, ces choses-là, je les ai essayées, puis ça me calme pas pantoute. On dirait que, au contraire, ça m'active encore plus. Donc, si c'est pas ma tasse de thé, je vais me tourner vers, peut-être écouter de la musique apaisante. Je vais aller marcher si c'est possible. Je vais peut-être prendre un bain si c'est possible. Comprenez-vous, j'ai besoin d'aller calmer mon corps. J'ai besoin qu'il s'apaise pour qu'après ça, je puisse aller voir, mais qu'est-ce qui m'a mis dans cet état-là? OK, quelles sont mes pelures de banane? Quels sont mes déclencheurs? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai entendu? Est-ce que c'est une interprétation que j'ai faite? Parce qu'il faut pas perdre de vue qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, oui, mais dans ma tête, je peux faire des conclusions hâtives, je peux interpréter des choses, je peux prêter des intentions à la personne avec qui je suis. Donc, je dois aussi voir comment, par mon discours intérieur, je mets ou non de l'huile sur le feu. Oui, c'est ça. Une fois que j'aurai vraiment calmé mon corps, pas alimenter ma colère par mon discours intérieur, parce que j'ai bien beau faire un time-out et me retirer, si je continue de secouer ma bouteille de Coca-Cola, les petites bulles ne s'apaiseront pas. Alors, je dois calmer mon corps, calmer mon mental, et après ça, je serai mieux disposée pour retourner voir l'autre personne et de lui dire calmement, fermement aussi, que, telle chose, ça contrevient à mes besoins, que ça contrevient à mes valeurs, que je propose telle chose, que j'aimerais mieux que ça se passe de cette façon-là. Donc, je vais être plus en mesure, puisque je vais avoir écouté qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, d'entendre aussi le point de vue de l'autre. C'est ça. Et dans l'ouvrage, vous décrivez les différentes couleurs de la colère, parce qu'effectivement, il y a une marge entre un léger agacement et la rage, on va dire. Et est-ce que, que ce soit à la fois dans les personnes que vous accueillez, mais aussi peut-être dans l'écoute que vous apportez à la société, est-ce qu'il y a une colère qui montre davantage son visage dans notre époque quand même relativement chaotique ? Moi, je pense qu'il y en a deux qui montrent davantage leur visage. Ce sont les colères explosives. Alors, ce que j'entends parfois, c'est « Ah, moi, j'ai pas de filtre. OK, moi, je dis les choses comme je les pense. Moi, j'ai pas de retenue.
Nous autres ici au Québec, les gens disent mon fil est très court. OK, donc j'ai pas de retenue. Moi, ça part de 0 à 10 en l'espace d'une fraction de seconde. Ça, ce sont des choses que j'entends souvent. Et quand j'entends ça, je me dis, ben, il y a souvent une fraction de seconde où est-ce que je peux avoir de la prise sur ma colère. C'est ça. OK, quand je pense à quel genre de relation que j'ai envie d'avoir avec la personne avec qui je me trouve, quelle sorte de personne j'ai envie d'être, ce que j'appelle la meilleure version de moi-même. Donc, la meilleure version de moi-même, c'est pas la parfaite, là, mais c'est quelqu'un qui est capable de gérer, OK, ce qui se passe à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est capable d'exprimer son point de vue d'une façon respectueuse de soi et de l'autre. Je vais être capable de parler de moi et non pas d'attaquer l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc, un manque de retenue, un manque de maîtrise de la colère en disant, ben comme ça, nous autres, dans notre famille, on est comme ça. Puis nous autres, dans notre famille, on dit notre façon de penser, puis c'est tout. Alors, à ce moment-là, selon moi, il manque d'introspection. Il manque de dire, c'est bien beau de déverser cette colère-là. Dans un premier temps, ça peut apporter un certain soulagement. Mais après ça, souvent, moi, ce que les gens me disent en cabinet, c'est qu'ils sont pas toujours heureux d'eux-mêmes. Comprenez-vous? Ça nous renvoie pas une belle image de soi quand, pour avoir exprimé ma colère, j'ai peut-être insulté quelqu'un ou j'ai peut-être, fait du tort à quelqu'un. Donc, c'est pas comme ça qu'on voudrait que ça se passe. C'est pas une saine expression de la colère. Donc, il y a de l'ajustement à y avoir. Donc, j'appelle de baisser le volume un petit peu chez ces personnes-là qui ont tendance à exploser, des fois pour tout et pour rien. Et il y a des gens qui ont intérêt à monter le volume pour entendre finalement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de faire comme j'ai donc ben pas d'énergie moi de ce temps-ci, ou moi je suis donc ben triste, et à ce moment-là je dis aux gens, ben oui, il se peut que ce soit de la tristesse, il se peut que il y a eu du surmenage qui explique la fatigue, mais vous savez que de la colère qu'on contient à l'intérieur de nous, qu'on ravale comme ça, il y a un prix à payer pour soi aussi. OK, ça a un impact sur la relation avec l'autre parce que ma relation est moins vraie avec l'autre. Quand je dis oui, 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 alors qu'en dedans de moi, ça dit non, ça me tente pas, ça me convient pas, ben ça influence la relation que j'ai avec l'autre, mais la relation que j'ai aussi avec moi-même. Donc, il y a des coûts, finalement, que ce soit une colère réprimée ou que ce soit une colère explosive, il y a des coups dans ma relation avec moi et dans la relation avec l'autre. Oui, et quand vous dites qu'il y a donc deux visages qui se montrent un peu plus dans notre époque, vous avez parlé de la colère explosive. La deuxième, c'est la colère justement réprimée, ou c'est une autre? Oui. C'est la colère réprimée. C'est la colère réprimée, c'est celle qu'on ravale, c'est celle qu'on tait. Oui. Hein, parce que et je la rencontre davantage, Karine, chez les femmes, celle-là. Il y a encore bien des femmes qui vont pas emprunter le chemin de la colère parce que elles se sont fait dire que c'était pas beau, qu'elles avaient l'air hystériques quand elles étaient en colère, c'est hormonal, comprenez-vous? Oui. Donc c'est comme si la colère a été discréditée, ridiculisée même pour certaines personnes et pour bien des femmes. Ce qui fait que le fait d'exprimer sa colère, c'est pas bien vu, c'est pas bien reçu. Donc, il y a des femmes qui en viennent, et je dirais des femmes, mais il n'y a pas que des femmes. J'ai aussi des hommes qui ont cette relation-là avec la colère, mais qu'elles font le choix, conscient des fois ou inconscient, mais de la garder enfouie à l'intérieur. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, c'est enfoui, il y a de l'accumulation, et à un moment donné, il arrive une toute petite affaire, et hop, là, la personne explose et dit des choses qu'elle regrette par la suite. Et là, ça vient confirmer que la colère, c'est pas beau, qu'elles ne veulent pas exprimer de la colère parce que ça a fait des dommages dans la relation avec une personne ou l'autre. Et elle en vient à ramener cette colère-là à l'intérieur de soi et à la museler de nouveau. Donc, pour certaines personnes, il y a des cycles de colère réprimée avec une colère explosive et qui nous ramène à de la colère réprimée.
Oui, et il y a un auteur qui s'appelle Julien Drouin qui a écrit un livre qui s'appelle Émotions, stress et cancer. Et il a décelé à la fois dans les personnes qu'il accueille dans son cabinet, mais aussi à travers l'expérience et les recherches pour son ouvrage, ce qu'il appelle le syndrome de la cocotte minute, c'est-à-dire justement cette colère réprimée, 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 qui très souvent peut faire le lit de maladies plus graves. En accompagnant des personnes atteintes de cancer, souvent on se rend compte qu'il y a des colères ou des émotions, en tout cas douloureuses, qui sont réprimées à très long terme. Donc c'est aussi nocif pour la santé. C'est nocif pour la santé. C'est sûr que dans l'exercice de mes fonctions, je ne vois pas ce genre de situation-là. Je ne travaille pas auprès des gens qui ont des maladies graves au niveau physique, mais ce que je vois, c'est qu'effectivement que la colère réprimée va avoir un impact sur la santé psychologique. À ce moment-là, il va y avoir chez les gens donc même une perte d'estime de soi, de confiance en soi. Parce que là, je fais pas confiance à cette émotion-là, j'ose pas l'exprimer, cette émotion-là. Donc, je suis tout coincée là-dedans et j'ai l'impression des fois que les gens abusent de moi, parce que je trace pas bien mes limites. Et comprenez-vous, ça crée à l'intérieur de la souffrance. Donc, la personne ne voit pas tout le temps que c'est la colère réprimée qui peut être en partie, peut-être pas en totalité, mais en partie responsable d'un mal-être plus général. Donc, je parlais tantôt de l'énergie, donc la perte d'énergie, la tristesse, donc des gens qui sont souvent déprimés. Il peut y avoir des symptômes dépressifs, bien sûr. Il peut y avoir d'autres choses qui provoquent la tristesse. Mais la colère n'est pas tout le temps pure. La colère peut être justement accompagnée de tristesse, de culpabilité, de honte. Alors, ça devient un fardeau qui peut être très lourd à porter si on garde tout ça enfoui à l'intérieur de soi. Et vous avez accompagné à un moment de votre parcours professionnel des femmes en situation de violence conjugale. Alors vous signalez bien dans le livre que vous ne parlez pas d'agression, de violence directe, mais bien de la colère de tous les jours, comme vous le dites. Oui. Mais est-ce que vous avez constaté justement chez ces femmes qui ont subi des violences une colère réprimée, et est-ce qu'elles arrivent à la libérer une fois qu'elles sont dans ces hébergements où elles peuvent trouver une forme de sécurité? Est-ce qu'elles arrivent à libérer cette charge de la colère? C'est normal que quand on se fait agresser, tout à l'heure, quand je disais la colère vient aussi nous indiquer qu'il y a une menace à notre intégrité physique ou psychologique. Alors, quand on se retrouve dans une situation de violence conjugale, il y a bien sûr une menace à notre intégrité. Alors, c'est tout à fait normal et légitime de ressentir de la colère. Sauf que si la femme qui est victime de violence exprime sa colère à son conjoint, souvent, ce que je remarquais quand je travaillais dans la maison d'hébergement, c'est que l'homme prenait ça comme pour une provocation et ça faisait accentuer sa violence à lui. Comprenez-vous? Donc, la colère avait pas beaucoup de place. Quelqu'un qui est violent va pas accueillir nécessairement la colère de son ou de sa partenaire. Alors, on s'est retrouvé effectivement souvent, pas toujours, parce que il y avait des victimes de violences conjugales qui étaient dans leur comportement très affirmatif, très non, je veux pas que tu me parles comme ça, puis c'est pas acceptable, puis arrête, puis tout ça. Mais quand on est dans un contexte de violence conjugale, qu'on soit une victime silencieuse ou une victime affirmative, on sera victime quand même. Hein, le pouvoir de changer la situation, le pouvoir d'arrêter la violence ne nous appartient pas. Le pouvoir d'arrêter la violence appartient à la personne qui exerce cette violence-là. Alors, on s'est retrouvés effectivement en maison d'hébergement avec des femmes dont la colère était enfouie, parce que c'était devenu menaçant dans leur milieu conjugal d'exprimer cette colère-là à un conjoint qui prenait ça pour de la provocation. Et quand on est face à une colère, donc peut-être pas dans des extrémités de violence, mais face à la colère de quelqu'un, et qu'on se retrouve un peu tétanisé, quelle
quelle réaction peut-on avoir, saine et comment peut-être garder son ancrage pour quand même est-ce qu'on peut communiquer avec quelqu'un qui est en colère ou justement, il vaut mieux s'éloigner à ce moment-là et attendre effectivement un moment plus favorable pour dialoguer? Ouais, c'est que si on est en présence de quelqu'un, avec la personne qui a une charge de colère très grande, ou est-ce que là, il y a plus d'écoute? Il n'y a pas de dialogue possible. La personne veut juste marquer des points, marteler son point de vue, avoir raison. Donc, quand il y a ce genre de comportement-là, il n'y a pas d'issue favorable qui est possible. Et le time-out dont je parlais tantôt devient vraiment nécessaire dans des moments comme ça. Donc, si moi-même, je vois que je suis pas en état de poursuivre la conversation parce que moi-même, je suis en débordement de colère, il y aura à ce moment-là une nécessité que je mette un terme à la discussion. Mais Et en face aussi? en face aussi, tout à fait. C'est que si je suis avec quelqu'un et que la personne ne veut plus entendre mon point de vue et n'est en explosion, je vais faire, écoute, moi, je ne veux plus poursuivre cette conversation-là. OK? Je ne sens pas que nous avons les bonnes conditions pour régler quoi que ce soit, donc je me retire. Nous reprendrons ça dans un moment où est-ce que le calme sera revenu. Oui. Comprenez-vous, il faut mettre cette limite-là. Et même si la personne, et ça, je retrouve ça souvent dans les couples, la personne dit non, 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 moi, je veux qu'on règle ça tout de suite. Non, 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 non. À partir du moment qu'il y en a un des deux qui a une charge de colère très grande, ça donne rien. On ne pourra pas trouver une issue favorable, comme je vous disais tantôt. Alors, c'est important qu'à partir du moment où est-ce que je dis, moi, je suis plus en état de poursuivre cette conversation-là, ou quand j'entends ta colère, moi, il y a quelque chose qui me heurte profondément et je ne peux plus continuer cette conversation-là, de se retirer, même si l'autre n'est pas d'accord. Mais je ne laisse pas l'autre en plan. Je fais pas juste comme m'en aller, m'enfuir parce que c'est trop intense. Je nomme, là, qu'est-ce qui est en train de se vivre à ce moment-ci? Ça me convient pas. OK, la colère est trop grande à ce moment-ci et c'est pourquoi je vais me retirer, mais nous allons reprendre cette conversation-là plus tard pour ne pas que ce soit une fuite au dialogue. C'est ça. Et comme vous nous l'avez dit, vous vivez au Québec. Vu de l'étranger, la France paraît souvent très colérique et très explosive. Est-ce que vous avez observé des différences culturelles? Est-ce que la colère est différente au Québec, par exemple, qu'en France ou qu'ailleurs? Écoutez, je vous dirais qu'avec la pandémie qui semble derrière nous, quand je voyais les actualités internationales et ce qu'on vivait nous au Québec, je trouvais qu'au niveau de la charge émotionnelle, ça se ressemblait beaucoup. Oui. Hein, quand il y a des facteurs comme ça, c'est normal pour les êtres humains, qu'on soit des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux, qu'on vive ici au Québec ou vous en France, d'être bousculés à travers des contextes, à travers des situations. Que ça peut générer, oui, de la colère, mais aussi que ça peut engendrer d'autres émotions douloureuses. Donc, l'important, dans mon livre, je parle de la gestion de la colère, mais je parle aussi de l'accueil, d'aller voir à l'intérieur, d'accepter l'émotion qui est là. Et accepter, c'est un mot souvent que les gens ne comprennent pas bien. Quand je propose ça à mes clients, ils disent ouais, mais là, t'es-tu en train de me dire que je dois rien faire, que je dois baisser les bras, que non, accepter, ça veut tout simplement dire c'est ça qui est là. De reconnaître que c'est ce qui est là à l'intérieur de moi présentement. Présentement, j'ai de la colère. Présentement, j'ai de la tristesse. Présentement, j'ai peur. Comprenez-vous? Donc, Oui. d'aller à la rencontre de ça sans juger, sans dire c'est bien, pas bien, beau, pas beau. OK? Donc, c'est juste une émotion. Et c'est important, je trouve, de faire la paix
avec le monde des émotions en général, de pas les qualifier de positives, négatives, parce que quand on qualifie une émotion de négative, on n'a pas tellement envie de la voir. C'est sûr. Comprenez-vous? Donc, on n'est pas dans l'accueil à ce moment-là et dans l'acceptation qu'elle soit là. Mais si je nuance ça en disant, ben, j'ai des émotions qui sont, bon, désagréables versus des émotions qui sont plus agréables, des émotions qui sont douloureuses aussi. Comprenez-vous? Donc, oui, ce sont aussi des mots, mais ça nous confine pas, OK, dans des étiquettes qui pourraient teinter notre relation avec l'émotion, qui pourraient faire en sorte qu'il y en a des bonnes que je veux avoir et des mauvaises que je dois fuir. Et avant de nous quitter, donc votre ouvrage nous propose de faire, de la colère une alliée. Vous évoquez les voies d'expression qui peuvent être transformatrices. Est-ce que la colère est créative? Est-ce que, elle peut être, une forme de moteur, à une créativité, que ce soit dans l'écriture, que ce soit, dans d'autres, voies d'expression? Je pense effectivement que quand la colère, elle est saine, qu'elle est affirmée dans le respect de soi et de l'autre, elle peut apporter des changements dans la relation avec soi et peut-être aussi dans la relation avec l'autre. Même si j'exprime correctement mon émotion, ça ne veut pas dire que l'autre va être capable de bien l'accueillir. Hein? C'est des clés, ce sont des clés, ce ne sont pas des recettes miracles. Donc, même si moi, je gère bien ma colère, même si moi, j'accueille bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça ne veut pas dire que l'autre personne est au même endroit que moi à ce moment-ci de sa vie par rapport à cette exploration de lui-même ou d'elle-même. Alors, pour qu'elle soit créative, moi, je pense que ça nous aide, quand on la voit comme ça, à y faire justement de la place. À dire, ben, comment est-ce qu'à travers l'expression de ma colère, je peux apprendre des choses sur moi? Comment est-ce que ça peut m'aider à être une meilleure personne? Comment est-ce que, effectivement, dans la créativité, hein, dans une des techniques que je propose, c'est que si j'arrive pas à mettre en mots ma colère, ben, je peux peut-être la dessiner, je peux peut-être, bon, la peindre. OK? Donc, est-ce qu'il y a des formes, justement, d'expression qui sont créatives, qui me permettent d'aller à la rencontre de ma colère et de la déposer, justement, de la déposer pour pas qu'elle soit coincée à l'intérieur de moi et de la poser au fur et à mesure pour éviter les risques de débordement. Donc oui, l'expression artistique, je pense que c'est une belle avenue. Ça peut être aussi quelque chose qui est créatif si nous avons vécu des injustices, si nous avons vécu des situations de discrimination. Il y a des gens qui vont s'impliquer dans des causes sociales pour donner une voix à leur colère, pour dénoncer des situations qu'elles jugent inacceptables. Donc ça aussi, je pense que ça fait appel à une forme de créativité, d'être en mouvement finalement. Qu'est-ce qui est important selon moi, c'est que peu importe la forme d'expression, c'est qu'il y a quelque chose qui est sain dans l'expression, mais quelque chose qui est différent de ressasser. Donc, il y a des fois des gens qui vont dire « Ah, ben moi, j'écris, puis c'est créatif pour moi, puis ça m'aide à me libérer. » Oui, mais si je suis en train de ressasser par écrit et de redire par écrit les choses qui m'ont heurté, qui m'ont rendu en colère, ça se déposera pas. Oui. La même chose si j'en parle à quelqu'un, qui est une belle voie d'expression, de dire « Hey, je veux t'exprimer à quel point telle situation m'a rendu en colère », puis que je l'exprime à la personne qui est devant moi pour voir clair dans ce que je vis, ben c'est bien. Mais si je ressasse avec cette personne-là, ou avec une deuxième, et une troisième, et une cinquième, là, je suis en train de ressasser. Alors, elle va pas se déposer. Tout comme si je ressasse dans ma tête en me répétant encore et encore en boucle à quel point je suis fâchée parce qu'il est arrivé telle chose. Là, je ne suis plus dans une saine expression. Je suis en train juste j'appelle ça d'épaissir la sauce. Hein. Je suis juste en train, en boucle, dans ma tête ou avec quelqu'un d'autre ou par écrit, de répéter qu'est-ce qui m'a rendu en colère et ma colère ne pourra pas se déposer à ce moment-là. Donc, ce qui pourrait être sain dans un premier temps, quand c'est fait à répétition comme ça, ben ça ne peut qu'activer la colère.
Et en fait, vous nous ramenez aux racines de l'émotion, cette étymologie qui nous dit de nous mettre en mouvement. Les émotions, c'est ça, c'est se mettre en mouvement, et c'est ce que votre livre nous propose pour ne pas ressasser et pouvoir déposer cette colère. Oui, tout à fait, Karine. Et donc, pour la déposer, ben, je dois justement être à l'écoute de moi pour savoir, est-ce que sans le vouloir, sans le savoir peut-être nécessairement, peut-être que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont faire comme, oh mon Dieu, je pensais que c'était bien de faire ça, mais peut-être que je pourrais m'y prendre autrement si je veux avoir une meilleure relation avec ma colère. Et je veux comme glisser un mot sur les séances de défoulement qui, ici au Québec, ont pris comme de l'ampleur à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous en France, mais des endroits où est-ce que on s'en va dans un lieu protégé, mais qu'on peut frapper, qu'on peut casser des assiettes, qu'on peut lancer des objets, bon, de ce genre de séance de défoulement-là. Dans le passé, et j'en parle dans mon livre, j'étais de cette école de pensée-là, croyant que pour libérer la colère, de frapper dans un coussin ou de frapper dans un sac de frappe, ça pourrait aider. Les recherches actuelles démontrent que c'est pas comme ça que ça se passe, que ça peut même activer et réactiver la colère. Alors oui, la déposer, mais gardons-nous de se trouver de ces avenues-là où est-ce que là, on n'est plus dans la créativité dont vous parliez tantôt, mais dans une volonté peut-être de déposer quelque chose, mais on le dépose d'une façon inadéquate qui peut juste comme mettre de l'huile sur le feu. Merci Sylvie. Je rappelle que vous avez publié Apprivoiser sa colère aux éditions Erol, et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt Karine. Merci pour ce bel entretien. Merci Sylvie. La colère est nécessaire. On ne triomphe de rien sans elle si elle ne remplit l'âme, si elle n'échauffe le cœur. Elle doit donc nous servir non comme chef, mais comme soldat. Cette citation d'Aristote va comme un gant à notre invité Denis Marquet, déjà parce qu'il conjugue philosophie et thérapie dans une démarche spirituelle, déjà aussi parce qu'il a écrit un roman intitulé « Colère », qu'il a également consacré un chapitre à cette émotion dans son essai « Éléments de philosophie angélique », et qu'il est familier de la sainte colère, celle de Jésus, et peut-être aussi un peu la sienne qu'il a appris à canaliser pour en faire un carburant, et peut-être la retourner aussi avec humour. Denis Marquet, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Dans votre essai, qui était, je crois, un de vos premiers essais, Éléments de philosophie angélique, vous scannez la colère. Alors, la colère, sainte ou mauvaise conseillère ? Ça dépend de la colère dont on parle. Il y a deux colères pour moi. Il y a une colère qui peut effectivement être sainte, mais on n'y accède qu'après avoir soigneusement dépoussiéré la colère pour éviter la colère plus destructrice que j'appelle la colère pulsionnelle. Quand on est en colère, souvent c'est que on est dans la pulsion. La pulsion, c'est ce qui en nous vise à limiter les ressentis désagréables, à évacuer des ressentis dont on ne veut pas. Et la colère pulsionnelle, elle est toujours seconde. Elle vient se greffer sur une émotion première qui est refusée. Par exemple, si quelqu'un me bouscule dans la rue, je vais me retourner, et je vais l'insulter. Et c'est parce que il y a derrière ce mouvement de colère un ressenti que je ne veux pas ressentir et qui est, par exemple, un sentiment d'humiliation, on me laisse pas ma place, on n'a pas fait attention à moi, etc., etc. Donc, mettons que ce sentiment, c'est l'humiliation. Pour ne pas ressentir l'humiliation, eh bien, je me mets en colère et je détourne l'énergie vers l'autre pour ne pas me retourner sur moi-même et ressentir mon émotion, mon ressenti. Et cette colère-là, comme elle est fondée sur une négativité, elle est négative, elle est fondée sur le refus de sentir, et de ce fait, ses fruits sont négatifs. Il y a une chose très simple pour moi dans la vie humaine, c'est que quand on vit quelque chose qui est fondé sur une négation, sur un refus, eh bien les conséquences sont négatives. Ça, on peut en faire l'expérience, c'est un bon critère de discernement. Mais inversement, quand on vit des ressentis qui sont pure affirmation, alors à ce moment-là, les conséquences sont fécondes, les conséquences sont positives. La colère pulsionnelle est négative. Donc, il y a tout un travail à faire sur la colère négative. Et ce travail consiste à apprendre à ressentir, à accepter ses ressentis. Si je ressens très fort
le sentiment d'humiliation qui est lié au fait qu'on m'a bousculé dans la rue, eh bien à ce moment-là, je vais peut-être connecter avec une partie de moi très ancienne. C'est peut-être dans mon enfance que, par exemple, on m'a pas laissé ma place, on faisait pas attention à moi, on me prenait ma place, on ne respectait pas mon espace, plein de choses comme ça. Et à ce moment-là, j'ai l'occasion ainsi de vivre ce ressenti en conscience. Et on sait que quand on vit un ressenti qui était enfoui dans l'inconscient de manière consciente, on lui ouvre une opportunité de guérison. Donc, ne pas rentrer dans la colère, ne pas défouler la colère, c'est une chose importante. Quelle est la clé pour recontacter ces ressentis ? Parce qu'on sait que, par exemple, quand on est dans une forme d'énervement, quand on est dans une forme aussi peut-être de fatigue extrême... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.